Voilà, alors, c'est toujours le même la petite maladresse de départ qui consiste à être accueillante et souriante, alors que pour l'instant, invité Sarah Chiche à nous rejoindre. Et bonsoir à tous et à toutes, et merci d'être là. Bonsoir Sarah, Bonsoir, bonsoir Clarisse. ça va? Ça va, pas trop mal. Ok, bah merci beaucoup, vraiment merci. Je vois que Nicolas Houguet, un grand fan de tes livres, est sur les starting blocks aux premières loges et Eh d'ailleurs il oui, avait bonsoir Nicolas. participé à la première causerie et on attend Olivier qui devrait arriver de manière imminente. Pas de problème. Et bah oui, tu vois, c'est toujours le début d'une causerie. Il y a toujours cette espèce de climat un petit peu maladroit où c'est comme si finalement on voyait les techniciens installer le décor. Moi, j'aime bien, personnellement, je trouve que ça met tout le monde à l'aise. Mais en Oui, même alors, temps, oui. ouais, Pour achever d'être à l'aise, je vous montre le décor. ouais, C'est un petit village, voilà, de Provence. Et je me suis mise dans le coin où ça capte le mieux, donc j'espère que ça coupera pas. d'accord. Bah voilà, donc on a déjà notre décor, donc je vais dire aux techniciens de laisser tomber l'édification de notre petit décor de causerie, c'est magnifique. Et Olivier devrait avoir le Sacré-Cœur derrière lui, normalement, s'il est bien chez lui. Moi, je suis à Auvers-sur-Oise, mais il n'y a rien à voir autour de moi. Là, je ne vais pas vous montrer la tombe de Vincent qui est à quelques centaines de mètres. Et donc, j'attends l'arrivée d'Olivier pour qu'on puisse discuter tous ensemble de ce très beau thème que vous nous avez suggéré, qui est justement comment écrire des histoires singulières et intimes et comment les écrire et surtout comment les inscrire dans l'histoire avec un grand H ou comme disait Perret qui est vraiment un jeu de mots, enfin une pirouette qui Mm. d'ailleurs a marqué l'histoire, l'histoire avec une grande H pour ne pas dire avec une grosse Kalachnikov. Voilà, c'est Donc un peu ça. voilà, donc l'idée c'est de discuter un petit peu parce qu'on a tous des histoires personnelles, on a tous des drames, on a tous aussi des bonheurs et des joies, mais toutes ces histoires intimes et privées sont prises et charriées dans le grand cours beaucoup plus large et beaucoup plus colossal de l'histoire, qui elle aussi a besoin d'être racontée et qui elle aussi a besoin d'être transmise. Et donc la question, c'est de savoir qui la raconte, qui la transmet, et est-ce que c'est compatible, la narration de l'histoire avec un grand H et cette transmission, est-ce qu'elle est compatible avec toutes les narrations, toutes les voix, tous les récits singuliers qui ponctuent nos vies et qui parfois sont des récits justement oubliés, marginaux, hors, hors en marge, et puis peut-être même complètement désaxés au point qu'on les oublie et au point que l'histoire a tendance à les renier parce que ça l'intéresse pas et que l'intimité peut-être même lui fait peur. Tout ce qui est à la sphère intime, l'intime et le privé lui fait peur à l'histoire avec un grand H. Voilà, donc Olivier n'est toujours pas arrivé, ce qui est assez étonnant parce qu'il y a encore quelques minutes, on était en train de causer tous les deux au téléphone. Mais peut-être quand même, Sarah, peut-être qu'on peut poursuivre cette conversation. Moi, ma première question, c'est est-ce que tu crois que c'est nous qui écrivons l'histoire, qui la faisons, à force d'exister et à force de parler, ou est-ce que c'est l'histoire finalement qui nous contient et qui nous écrit? Hmm. Je ne sais pas, toujours est-il que je ne peux pas prétendre avoir de réponse à cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aussi bien les personnages des Enténébrés que les personnages de Saturne, ils sont modelés à la fois par l'histoire des mouvements, des migrations, des exils qui les précèdent ou dans lesquels ils se retrouvent tout à coup broyés ou brinque-ballés. Et en fait, on peut avoir l'impression qu'ils sont acteurs et sujets de leurs désirs, mais ils sont surtout ballottés, comme posés, épinglés comme des papillons sur la frise du temps, et parfois dans leurs actes intimes, qui paraissent tout à fait anodins, ils sont tout à fait les jouets de cette histoire avec une grande hache ou avec une grande kalachnikov, surtout pour parler des enténébrés, où il est beaucoup question de la fin des temps et des temps de la fin.
Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Alors, il y a Olivier, juste, je suis désolée pour ce côté technique un petit peu, mais qui est à la porte, apparemment, que Ah personne oui, ne veut laisser rentrer. Donc là, voilà, il frappe à la porte et c'est de ma faute. Apparemment, j'ai pas entendu frapper, donc j'espère qu'il va pouvoir arriver d'ici peu. En tout cas, donc oui, il devrait arriver. Ouais, justement cet aspect d'être brinque-ballé par l'histoire, même quand on en est conscient qu'on appartient à un espace-temps, et puis c'est comme si c'était une évidence en fait que pour faire partie de la société, il faut faire partie d'un territoire commun, d'une histoire commune et aussi d'une langue commune. Mais le territoire, on peut quand même l'explorer, on peut à sa manière, même s'il y a toujours des limites et des restrictions. La langue, on est bien placé ici pour savoir qu'on peut aussi la bousculer, se l'approprier. Mais l'histoire, est-ce que finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus écrasant par rapport même à nos états d'âme, à notre besoin et notre désir d'exister de manière singulière? alors, ben, je crois qu'on le voit actuellement, à quel point certains se sentent les exclus de la grande histoire, justement, et qu'ils sont écrasés et broyés. On le voit avec la crise sanitaire. Et dans Les Enténébrés, je voulais raconter justement comment cette histoire collective agissait comme une broyeuse. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est L'homme sans qualité de Musil. Et il y a un prologue assez ironique qui commence par le temps qu'il fait, la météo. On signale une dépression. Et c'est juste cette dépression au-dessus de l'Europe, elle est là juste avant la Première Guerre mondiale. Et elle annonce quelque chose de la fin d'un monde dans Les Enténébrés. Par pastiche, par référence à Musil, puisque Les Enténébrés a lieu aussi en Autriche pour partie, eh bien, il est question de climat au départ, mais c'est un climat autrement plus sec, hein, c'est celui du dérèglement climatique, du réchauffement climatique, qui va entraîner en cascade tout un tas de maux, c'est-à-dire le réchauffement climatique entraînant une hausse des denrées de première nécessité, lesquelles vont entraîner des révoltes qui vont être matées dans le sang et donc qui vont aboutir à des exils massifs de population qui vont ensuite se retrouver en Autriche et sur ce quai de gare où se déversent des flots de réfugiés, on rencontre à ce moment-là une narratrice et c'est elle c'est son histoire à elle qui est au centre de la première partie. Pour autant, bon, c'est vrai qu'elle s'appelle Sarah, pour autant, elle est un objet parmi d'autres au sein de cette constellation. Elle n'est pas justement actrice de tout ce qui se passe. Même si, quand elle rencontre l'amour, dans la première partie, quand elle est foudroyée par l'évidence de la passion, elle a l'impression qu'elle est sujet de son désir, qu'elle a quelque chose d'inouï qui fait que justement, peu importe les attentats, peu importe les exodes, peu importe les exils, peu importe la violence sociale, elle est entièrement... c'est cette illusion merveilleuse quand on tombe violemment amoureux qu'on est enfin libre, désaliéné, désencombré du social. Hein. Alors que l'amour et le sentiment amoureux, c'est assez réputé justement pour être une forme assez intense d'aliénation. C'est justement un petit peu l'illusion, c'est qu'on a l'impression de s'affranchir parce que notre sentiment est tellement fort et il excède aussi notre physiologie. Tout d'un coup, il vient tempêter notre quotidien et notre rapport aux autres. Mais in fine, bon, on va pas parler d'amour, mais in fine, c'est quand même ce qui vient aussi complètement nous aliéner à nos pulsions, à nos affects. Oui, oui, absolument. C'est cette ambivalence qui fait que dès l'instant où on s'attache à un autre, c'est pas la plus pure expression de la liberté uniquement, mais c'est l'aliénation, c'est prendre le risque de le perdre. Et jusqu'à quel point est-ce que quand on s'attache à un autre, on s'aliène pas parce que jusqu'à quel point est-ce que dès lors où on s'attache, le compromis, voire la compromission commence. Et pour relier avec cette histoire de la grande histoire, enfin, j'ai essayé justement dans Les Enténébrés de penser cette question de l'amour située juste au lendemain des attentats et de la crise des réfugiés en 2015-2016 et de placer des personnages, on va dire, issus
oui, d'une certaine bourgeoisie, bourgeoisie européenne dans ce dispositif-là, et de voir comment ils allaient se débrouiller. Parfois, ils se débrouillent assez médiocrement. Voilà, mais ça m'amusait de voir. Et puis après, on remonte justement pour voir ce qui les a précédés. Tout à fait. Et alors, justement aussi par rapport à l'histoire, qu'est-ce qui, parce que dans Les Enténébrés, il y a quand même beaucoup d'évocations, de dates personnelles. Qu'est-ce qui fait date dans l'histoire de la narratrice? Et souvent, on emploie l'expression faire date de manière un peu solennelle et pompeuse quand on parle de justement la grande histoire. Mais à l'échelle de nos vies, nos dates personnelles, elles sont beaucoup plus finalement figées dans le marbre et beaucoup plus puissante et importante que les grandes dates auxquelles il faut sans cesse, par lesquelles il faut se sentir concerné, alors même qu'elles vont même pas toucher notre chair. Oui. Donc, comment c'est possible de faire en sorte de, justement, si on parle de chair, de faire en sorte de faire se frictionner les petites dates singulières, mais qui font notre vie, en fait, et les grandes dates qu'on a de cesse de nous rappeler, en fait. Chaque année, il y a toute une série de grandes dates, mais bon, est-ce qu'on se sent concerné dans notre intimité, dans nos rêves, dans nos désirs, dans nos peurs par ces grandes dates? Et pourtant, on est obligé un petit peu de les commémorer, même de manière, on va dire, passive. On les commémore, puisqu'elles Oui. sont là. Disons qu'il y en a qui se sentent toujours concernés directement par le 8 mai 45 ou le 11 novembre 1918 et d'autres pas du tout. C'est assez, pour eux, assez impersonnel. En revanche, je crois qu'un certain nombre d'entre nous sont encore capables de se souvenir ce qu'ils faisaient le 11 septembre 2001 ou alors le 13 novembre 2015. Des dates plus proches de nous. Ou alors en mars 2020, juste avant le confinement. Et là, quand on repense à ces dates, on s'y place subjectivement, d'instinct. C'est ça qui est marrant. C'est-à-dire on pense aux attentats, par exemple. Alors on pense au confinement et où étais-je à ce moment-là? Qu'est-ce que je faisais? Donc, tout à fait. Et d'ailleurs, souvent c'est très prosaïque ce qui vient accaparer notre mémoire quand on a besoin de se souvenir. Par exemple, le 11 septembre, là, pour parler de ma vie personnelle, je me souviens très bien où j'avais 11 ans et c'était le premier jour du retour au conservatoire et je devais aller faire mon inscription au solfège. J'en avais aucune envie. Et je me souviens presque de m'être dit, comme quoi, pour citer Hume qui dit l'effondrement du monde n'est rien par rapport à une petite égratignure de mon petit doigt. Je me souviens, bon, j'avais 11 ans, j'étais censée quand même être un être de compassion. Et je me suis dit, je voyais ces avions qui fonçaient dans la tour. J'ai ah, chouette, j'ai comme ça, j'aurais pas besoin d'aller m'inscrire au solfège, alors que sous mes yeux, il y avait le drame en cours de centaines, de milliers de vies, enfin de centaines de vies qui étaient en train d'être explosées. Et c'est d'une cruauté terrible, mais en même temps, ça montre bien à partir de quoi on pense ça. Oui. Tout à fait, à partir de ça. Et par exemple, pour les attentats, très souvent, les gens, pour reconvoquer quelque chose qui a fait date de leur vivant, vont dire ah, je me souviens, ils vont se raccrocher à quelque chose de très anecdotique, de très incarné. Ah, bah, je faisais la vaisselle et puis il y a un tel qui m'a appelé. Comme quoi, finalement aussi, on est des êtres circonscrits, quoi qu'on veuille, on est des êtres circonscrits avec un corps limité. Et donc, cette histoire colossale, elle peut pas tellement nous embarquer au-delà des limites de notre corps et des limites de notre sensibilité. Et par exemple, dans les Enténébrés, il y a énormément question des drames qui s'entrelacent dans différentes époques. Par exemple, le drame des migrants, qui est encore plus que jamais tragique aujourd'hui, qui va s'inscrire dans l'histoire. Est-ce qu'elle va s'inscrire dans notre histoire intime? Est-ce qu'elle va nous empêcher de nous lever le matin tant qu'on n'est pas concerné dans notre chair, en fait, par cette histoire? Est-ce qu'on peut avoir cette compassion sincère tant que nous, bah, on peut toujours dormir, manger, s'unir, se désunir de la même manière? Je crois que c'est ce que essaye de dire la narratrice, de penser la narratrice dans la première partie des Enténébrés. C'est ce moment où elle est assise sur sa chaise dans sa cuisine avec sa fille, fin d'après-midi, la petite est rentrée de l'école, une vie somme toute assez confortable, et puis elle regarde les informations, à Calais, un camp a encore brûlé. Et voilà, et donc elle est dans cette impuissance terrible,
comme on peut l'être quand on constate l'irruption de cette forme-là de mal et dans une honte, la honte d'être. Et c'est ça quand on est écrivain aussi. Enfin, je sais pas toi ce que tu en penses, mais est-ce que tu n'as pas honte parfois? On est là. De l'impuissance face à notre ordinateur, on a beau souffrir de tout notre être, des malheurs du monde, de la violence sociale, etc. On ne peut absolument rien faire. À la limite, on peut écrire là-dessus. Oui, bah justement. Oui. On n'est pas acteur directement, mais finalement, à force qu'il y ait des voix qui s'élèvent, même si c'est à contre-temps, que ce soit des voix par l'écriture, que ce soit des artistes par l'art, toute forme de témoignage qui veut justement porter une voix supplémentaire sur ce qui va être dit par les médias, parce que j'ai compris l'histoire avec un grand H, c'est surtout l'histoire en cours racontée par les médias. Mais justement, est-ce que à force que ces voix singulières s'élèvent, l'histoire finalement appartient à la multitude et à toutes ces singularités? Est-ce que c'est pas justement un enjeu crucial, une nécessité absolue de pratiquement immédiatement s'approprier l'histoire avant qu'elle ne se fige dans ses lettres d'or et sur les parvis des mairies avec ses monuments aux morts? Est-ce que finalement on n'a pas ce devoir-là de tout de suite la greffer des voix, des regards qui les questionnent, qui pétrissent ce qui est en train de se passer? Ah ben ça, j'en suis tout à fait convaincue. Quand bien même on ne pourra rien changer, ne rien faire serait pire encore. Donc, je crois que c'est une question éthique, chacun faisant à la mesure de ses possibilités. Bon, ben, quand on peut écrire, on écrit. Quand on est sur le terrain dans une association, on est sur le terrain dans une association. Mais toutes ces voix convergent voilà, vers cette nécessité, comme tu le dis fort bien, de se réapproprier autant que faire se peut la marche de l'histoire, ou en tout cas de ne pas totalement la subir de façon passive, mais de pouvoir en dire quelque chose et de pouvoir apporter des regards autres que ce qui est dit sur BFM TV ou dans les discours officiels, par exemple. Tout à fait. Ouais. Et là, par exemple, Libellule ou Papillon dit il y a malgré tout des femmes et des hommes qui s'engagent. Et c'est vrai, bien sûr. Et ça, il y aura toujours des hommes et des femmes qui s'engagent. Il y aura toujours aussi des femmes et des hommes qui se sentent impuissants, d'autres qui le vivront en dormant sur leurs deux oreilles et d'autres qui se sentiront coupables et honteux. Mais s'engager, justement, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire s'entrelacer comme dirait Merleau-Ponty, pour citer ma petite phrase un petit peu de cultiver, s'entrelacer à la chair du monde. Ça veut dire quoi s'engager? Comment on s'engage quand comment on s'engage dans ce qui est en train de se passer en fait? Eh ben voilà, une façons de s'engager. Il y a bien, ça, j'ai pas la réponse à tout là-dessus. Enfin, ce serait odieux, super prétentieux de ma part de le dire, mais j'essaye de m'engager. Bon. Pu m'engager dans des associations ou dans certains combats plus personnels. Et puis sinon, mon combat, c'est l'écriture. Et donc, à ma manière, voilà, quand je parle dans les enténébrés de racisme d'État, ou c'est pas des mots anodins. Quand je nomme ça, quand je dis certaines choses à propos des conséquences des attentats, bien sûr que je prends des risques relatifs. Hein, voilà, des petits risques. Mais disons que voilà, c'est faire entendre une voix. Donc la littérature, c'est un terrain, c'est partir sur le terrain d'écrire. C'est un terrain. Pour moi, c'est des fouilles. À la fois, il y a la dimension de fouilles archéologiques et d'exhumation. Exhumation des cadavres intimes et cadavres historiques aussi. Fouilles des ruines et puis terrain aussi. Terrain au sens de terrain archéologique, mais aussi terrain au sens de champ de bataille et champ d'investigation. Ouais. C'est une des choses que je préfère d'ailleurs dans cette, aussi bien dans la façon d'écrire que dans la façon de concevoir les livres au départ. De les penser, de voir comment entrelacer ces histoires dans lesquelles il est vrai que j'ai convoqué un matériau personnel, mais voilà, de voir comment les entrelacer à la grande histoire, justement. Et donc, voilà, donc si on parle d'entrelacement et de terrain, finalement, l'histoire, c'est peut-être une géographie. C'est peut-être une géographie beaucoup plus vaste que la géographie territoriale. Elle a son propre relief. On lui apporte aussi des aspérités en la mêlant des émotions, des sentiments, des doutes.
Et ce qui est drôle, c'est qu'on est encore à une époque, au XXIe siècle, on est encore à une époque où l'histoire est très à quelque chose de très solennel, comme on disait tout à l'heure, de figé et d'intimidant. C'est c'est comme s'il fallait qu'on se fasse tout petit pour venir un petit peu la gratter ou pour oser la questionner si on n'est pas un historien officiel, alors même qu'elle nous concerne tous. Il n'y a rien de plus universel que l'histoire et en même temps, il n'y a rien de plus froid, figé et intimidant que cette histoire qui est censée nous, nous empêcher, enfin, qui est censée nous aider à vivre les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Alors, en tant qu'écrivain, justement, qui soulève toutes ces questions d'histoire intime et de grande histoire, quelle est la limite quand tu écris? À quel moment tu dis, là, je sens que je me heurte à la grande histoire, elle va pas pouvoir entendre ça. Elle est trop têtue, elle est trop figée, elle appartient trop à d'autres personnes que moi. Est-ce que tu sens ces limites parfois? Alors, je me suis posée là, avec un peu de recul, je peux en parler plus facilement. Sans doute, dans Les Enténébrés, il y a un personnage qui s'appelle Pierre B. C'est le grand-père maternel de la narratrice. Ça a été... bon, je vais reprendre le jeu là pour préparer ce livre. Ça a été toute une exhumation quand j'ai appris la véritable histoire de mon grand-père et quand je me suis rendu compte qu'il avait été déporté à Buchenwald, mais pas du tout parce qu'il était juif. Il n'était absolument pas juif, contrairement à ce que ma mère m'avait raconté. Il avait été déporté comme prisonnier politique, triangle rouge. Il avait fait une bêtise, c'est pas quoi exactement. Il avait piqué des trucs, il s'était fait attraper. Et donc, bref, il a été déporté en octobre 43. Et découvrir cela, effectivement, a été une déflagration parce que je connaissais aussi la suite de l'histoire de cet homme, c'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui incarne la victime absolue, même si aujourd'hui, voilà, il y a d'autres archétypes de ce qu'est le mal absolu et la victime absolue, mais à cette époque-là, on va dire, voilà, le déporté. Or, il se trouve que cet homme, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc il a survécu au camp et après avoir tenté de mener une vie de famille, il a fui du jour au lendemain, quittant sa femme et sa fille pour aller enterrer sa honte en Côte d'Ivoire, où il a mené la vie médiocre d'un pauvre type, on peut dire d'un salaud, qui avait des préférences tout à fait coupables pour des gamines, donc pédophiles. Et donc, bien évidemment, quand cette personne est votre grand-père ou a été votre grand-père, c'est déjà une lourde question. Et ensuite, comment penser ça dans l'histoire? C'est-à-dire, comment penser que le même homme, au cours d'une même vie, a été une victime absolue en tant que déporté, puis après s'est conduit fort médiocrement dans les années 60 dans la Côte d'Ivoire de la décolonisation. Pendant longtemps, pour moi, ça a été le lieu d'une très grande honte et d'un impensé. Et quand j'ai décidé de l'écrire dans Les Enténébrés, j'ai eu peur. Parce qu'au début, je me suis dit, mais on va pas me croire. On va trouver ça. C'est tellement trash et tellement potassier. C'est pas possible. C'est pas possible. Et finalement, bon, j'ai décidé de le faire dans cette idée de penser comment, au cours d'une même vie, eh bien, il y a des êtres qui peuvent se comporter de façon honorable et qui parfois basculent dans le mal et se comportent comme des salauds. Mais ça a été compliqué. Oui, j'imagine, bien sûr. Et puis, il n'y a rien de linéaire, ni à l'échelle de la grande histoire, et encore moins à l'échelle de nos petites histoires, où justement, c'est un maelstrom et un tourbillon d'inclinaisons fort variées et parfois même très contradictoires, puisque à l'échelle d'une même vie, on passe notre vie à se contredire et surtout moralement, affectivement, émotionnellement et énormément moralement. Donc finalement, la grande histoire ne peut être que l'écho ou le reflet de toutes ces contradictions, de tous ces paradoxes. Et on essaye de les purer un maximum pour qu'à la fin, dans les livres d'histoire, elle ait quelque chose d'un petit peu reluisant. Mais justement, c'est tout le problème, c'est que c'est impossible. Si c'est la somme de toutes nos histoires, ça devrait être quelque chose
sales, d'emmêlés, de noueux, de boueux, d'absolument inextricables. Or, on a tous eu des livres d'histoire avec chapitre 1, chapitre 2, le petit résumé, le grand. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier, qui vient d'arriver? Bonsoir, Olivier. Vous avez manqué. Bonsoir Sarah, bonsoir Clarisse. Ça va? Non, je vous écoutais avec passion, mais alors je n'ai pas réussi à franchir le barrage de l'histoire et de la technologie. Et non, mais il y a une question qui me venait en vous écoutant là, c'était effectivement l'idée que quand on consigne l'histoire, et j'ai un projet là où j'essaie là vraiment de raconter effectivement cette histoire de côté de la famille maternelle, cette façon d'aller plonger dans des archives, chercher, et en même temps, en tout cas, en tant que voilà que personne et qu'écrivaine, je voulais vous demander à toutes les deux si je veux dire, à quel moment il y a une scène très belle au début au début des Enténébrés où la narratrice se promène dans ce musée, elle fait la rencontre de ce musicien qui va une part très importante dans l'histoire. Et ça m'a fait penser à un roman que j'aime beaucoup qui est Nocturne indien d'Antonio Tabucchi. Je ne sais pas si vous l'avez lu. En tout cas, non, je l'ai pas lu. Non. Il y a une sorte de dimension tout de suite dans cette scène qui est absolument magnifique. Où on est à la fois dans l'histoire, puisqu'on a vu les camps, enfin les migrants, on est vraiment dans le concret, quoi, le tragique de l'histoire. Et tout à coup, il y a presque comme une parenthèse, un conte ou quelque chose déjà de mise en fiction. Et donc, est-ce que écrire, alors il n'y a pas de réponse, mais est-ce qu'il y a une éthique, quoi, de quand on écrit, est-ce qu'on peut se mettre en fiction, mettre du conte, de la légende, voilà. Comment le fait d'écrire transforme aussi cette matière et notre rapport à tout ça. Tu veux commencer, Clarisse? Moi, je trouve la question hyper intéressante mais justement, je vais la redoubler en te l'adressant. C'est hyper intéressant justement de se demander comment l'histoire est capable de supporter l'imagination. C'est un petit peu ça aussi. Alors, Sarah, je t'en prie, à la belle question d'Olivier, on t'écoute. Mais c'est ce que je disais peut-être tout à l'heure avec l'exemple, somme toute assez excessif de ce grand-père déporté, puis ensuite qui a mené une vie très, très coupable et très médiocre en Afrique de l'Ouest. Là, j'estime tout de même qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu inventer un truc pareil. C'est le procès qu'on a fait à Benigni à propos de son film, c'est-à-dire, bon, c'est l'éternelle question de est-ce qu'on peut fictionner la Shoah. Certains disent que non, enfin, on ne va pas refaire la question ici, tout le monde la connaît. En tout cas, pour moi, je ne pouvais pas mentir sur cette question-là. En revanche, bien évidemment que Les Enténébrés, c'est un roman. Et que, par exemple, s'agissant de la rencontre entre le musicien et la narratrice de la première partie, oui, là, c'est là où je me suis fait plaisir à pouvoir quitter le territoire de l'archive pour rentrer dans celui de la fiction. Et pouvoir dire quelque chose de l'immensité de l'amour passionnel, mais par le biais de la fiction. Et alors justement, quand on dit souvent cette phrase qu'on emploie très souvent, la réalité dépasse la fiction. Ça, on voit presque dans notre vie quotidienne comment ça peut se manifester, même au-delà de l'écriture. Hein. Est-ce que la réalité est capable de dépasser l'histoire? Alors ça, vous avez 6 heures. C'est vrai que c'est un petit peu colossal et vertigineux. Mais parce que il me semble que c'est un petit peu justement tout ce que tu fais dans Les Enténébrés, ce que tu viens d'évoquer. Et justement, tu parles de la Shoah, de la colonisation, la décolonisation. Derrière toutes ces questions, en fait, il y a le même nerf qui revient. C'est quand même le nerf du bien, du mal. Mais derrière les nerfs du bien et du mal, il y a encore une question qui me semble être encore plus cruciale, c'est la question de l'existence, de la valeur de la vie. C'est presque une question existentielle aussi, parce que le bien et le mal découlent d'un choix déjà. Et ce qui mais il y a un certain nombre
il y a un certain nombre de personnages des Enténébrés pour qui la vie ne vaut pas grand-chose, hein, ou alors ça ne vaut rien. Enfin, il y en a qui sont tout à fait amoraux, voire pour qui les notions de bien et de mal s'inversent, parce que on peut penser à Paul, par exemple, qui travaille beaucoup sur la collapsologie, les temps de la fin, etc., et qui est tout à fait hanté par les différentes formes de mal contemporain et qui pense que les formes de bien qu'on peut opposer à ce déchaînement de violence contemporaine sont insuffisantes, sont tout à fait insuffisantes. Et ça va sans doute avoir des retentissements dans sa vie personnelle. Même chose pour d'autres personnages aussi. Est-ce que je réponds à la question ou pas? Pas tout à fait. Oui, finalement, quelque part, tu évoques aussi le fait qu'on est avant tout contenu par une histoire personnelle. Le fait, avant d'appartenir à cette espèce de grand espace-temps avec ces grandes questions vertigineuses, on est aussi dans notre petit périmètre avec nos préoccupations, avec nos inquiétudes. Paul est habité par un certain champ de noirceur et de peur qui le font se comporter de telle ou telle manière sans forcément avoir conscience de ce que ça va représenter des décennies plus tard comme attitude face à l'histoire. Parce que dans notre quotidien, ouais. Et les femmes de la famille de Sarah, que ce soit Ève, sa mère, que l'on recroise dans Saturne, ou que ce soit Lynn, la mère de Ève, ou que ce soit avant cela, voilà, Cécile, puis avant cela Edwige, cette lignée de femmes musiciennes, voilà, elles sont aussi, elles ont des façons tout à fait excessives de se comporter, elles sont pour certaines tout à fait victimes des hommes, victimes de l'histoire, femmes excessives, donc femmes qu'on enferme, femmes qu'on condamne. Hein, et donc il y a une forme d'immoralité qui se répète comme ça de génération en génération sous des modalités diverses. Oui, ce qui m'a vraiment hantée dans cette écriture-là, de ce livre-ci découpé en 4 parties, c'est que dans chaque partie, on sente très bien que à tout moment, les personnages ont la liberté de faire le bien ou le mal. Ils sont placés dans un dispositif et certains d'entre eux, parfois, choisissent de faire pire que mal. C'est-à-dire non pas faire du mal, mais faire le mal. Vraiment. Parce que, avec cette idée que la vie ne vaut rien. Ouais, donc cette espèce de point de départ, de postulat très nihiliste, finalement justifie même pas tous les moyens, mais même tous les désirs, toutes les intentions. Oui, toutes les inventions, tous les excès, bon, jusqu'à un moment donné, ça s'arrête avec l'enfant de la 4e partie, où là, autre chose est proposé après toutes ces dévastations. Olivier, est-ce que tu veux justement nous faire part de ce que toi, dans ton travail d'écriture en cours, justement, la question du bien et du mal qui hante autant l'histoire que toutes les petites histoires et tous les récits, et puis d'ailleurs qui hante notre quotidien, parce que cette question se pose à nous à chaque instant, à chaque seconde. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à ce sujet qui te tient à cœur? Non, mais merci Sarah pour cette réflexion-là. C'est vrai que ce qui est intéressant aussi quand on travaille dans l'histoire, à même les documents, c'est qu'effectivement, on a accès à un cadre, le cadre sociologique, historique dans lequel... enfin, moi, la question que je me pose, en fait, en ce moment, c'est-à-dire quel regard porter sur des choses qui se sont passées, c'est une grande question, quoi. Il y a plusieurs décennies, je raconte comment moi, ma famille donc arrive d'Espagne, et là, effectivement, les faits historiques, la violence qui peut être subie par ces 2 femmes que sont ma mère et ma grand-mère au moment où elles arrivent. Moi, aujourd'hui, je les reçois
je reçois ces récits avec la distance que j'ai. Je ne sais pas si je suis très clair, mais je peux les analyser et les voir. Et en même temps, elles-mêmes n'ont pas forcément. J'ai une anecdote, par exemple. Le moment où ma mère parle dans sa langue donc maternelle, donc on parle en espagnol, et l'institutrice lui scotche la bouche en fait, pour pas qu'elle. Ça c'est très intéressant parce que c'est d'une grande violence, mais ma mère quand elle le raconte, bon, voilà, je me pose la question de du coup quel point de vue trouver quand on écrit. Voilà le point de vue quoi. Est-ce qu'on doit se mettre à la place du personnage au moment où garder le point de vue de nous écrivains voilà. Oui, c'est très très intéressant cette question de point de vue. Tu vois, là je pensais au roman de Faulkner où il y a toujours quelqu'un qui raconte ce que quelqu'un a vécu ou que quelqu'un d'autre a vu, etc. etc. Et dans ce moment très violent que tu racontes de scotch mis sur la bouche, est-ce que c'est elle qui le raconte? Est-ce que c'est toi qui l'écris mais à hauteur d'enfant? Parce que ou à hauteur de la personne que tu es aujourd'hui. Parce que j'imagine que la première fois que tu as dû entendre cette histoire, je ne sais pas quel âge tu avais, mais ça a dû t'effracter. En fait, tu n'en parlais sans doute pas de façon aussi intelligible et distanciée qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a aussi la question, Olivier, dans ce que tu viens d'évoquer, il y a aussi la question justement du traumatisme. Il y a la question du point de vue, et puis il y a aussi autant on peut se demander qu'est-ce qui fait date dans l'histoire et comment on va se mettre d'accord, comment il va y avoir un consensus autour de ce qui fait date, mais qu'est-ce qui fait traumatisme, sachant que justement tu te dis bah ma mère elle en parle peut-être comme de quelque chose qui était absolument anecdotique, peut-être même qui bon, elle te l'a quand même raconté, donc c'est que ça l'a marqué. Mais toi, dans ta sensibilité et dans ta sensibilité qui t'est propre, tu récis était insupportable. Or, elle, c'était peut-être anecdotique et quelque chose d'absolument banal. Donc, c'est aussi ça, c'est au moment où on raconte l'histoire, quelle valeur on va donner au fait, enfin, comment l'échelle de gravité, d'importance et de valeur va se dessiner au moment où on raconte, en fait, une histoire. Parce qu'il y a des traumatismes qui sont personnels et il y en a qui sont collectifs et il y en a beaucoup. Donc, comment cela se raconte quand on n'a qu'une seule voix pour en parler? Oui, bah, oui, bah, c'est fascinant, quoi. Quand on étudie la transmission des traumas, enfin, les analogies qu'on va chercher, qu'on va trouver, les choses enfin, c'est évidemment extraordinaire, en fait, la façon dont on reproduit, mais presque à l'identique, exactement, c'est extraordinaire. Peut-être que le fait de prendre conscience effectivement, de ces déterminismes nous aide ou pas à nous en émanciper, mais en tout cas, je sais que, par exemple, je décris le quartier de Saint-Denis, qui est une sorte de petit ghetto espagnol, où il y avait vraiment que des Espagnols, avec les noms des rues, voilà. Et dont toute l'immigration espagnole vivait dans cette région-là, entre Saint-Denis et Aubervilliers. Et puis, je me rends compte que, en fait, je suis passé dans ces rues-là, quoi. Et donc, je fais quelques petites enquêtes sur le lieu exact où vivait ma mère pendant une quinzaine d'années, sans eau, sans électricité, enfin, des conditions vraiment très, très précaires. Et puis, je me rends compte que c'est là que se situent les salles, comment dire, les bâtiments des concours pour les grandes écoles que moi j'ai passées, voilà, la génération suivante, exactement au même endroit. C'est-à-dire que le centre d'examen est situé à l'endroit exact où, au cœur du quartier de la Petite Espagne, où ma mère a vécu, voilà, elle, quand elle est arrivée, comme si c'était une revanche sociale complètement inconsciente, que moi j'aille passer, etc. Les studios de Questions pour un champion sont situés à cet endroit-là. Donc en fait, ce qui est très drôle, c'est que, oui, c'est extrêmement émouvant. Et puis, tout à l'heure, Sarah, vous parliez de la honte aussi. Et moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment, par rapport au récit, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à interroger ma mère, elle avait évidemment cette honte très très forte et elle l'exprimait elle l'exprimait. Et puis à la fin de ce processus-là, en tout cas à la fin du processus d'enquête, elle m'a dit voilà, il y a finalement deux choses quand je fais le bilan de ma vie, c'était la honte et maintenant la honte d'avoir eu honte. C'est comme si le récit avait
pas affecter l'histoire en elle-même, mais la façon, et c'est là que je crois que la littérature est quand même extraordinaire, c'est les récits qu'on se fait ne changent pas la réalité peut-être, mais modifient la représentation qu'on se fait de cette... Oui, et une question me vient du coup, Olivier. Est-ce que tu crois que pour autant, et Clarisse aussi, est-ce que vous croyez que pour autant, dans ces cas-là, on peut parler de réparation ou c'est pas de la réparation, c'est autre chose? J'aimerais croire que c'est une réparation. J'aimerais vraiment le croire. Oui, je pense que c'en est une. Moi, je pense que la réparation, c'est un grand fantasme auquel il faut à tout prix qu'on se raccroche. Parce que le temps qu'on s'accroche à ce fantasme, on se répare. Mais je pense pas qu'il y ait une réparation qui soit actée, qu'un jour on puisse dire ça y est, je suis réparée, ou alors ça y est, toutes mes fêlures sont en or maintenant, comme le kintsugi là, japonais. Mais en tout cas, la démarche, ce que tu racontes, Olivier, ce que je trouve hyper touchant, c'est de se dire justement, tu parles de revanche. Bon, bah, on est quand même des êtres, on est des êtres aussi d'ego, d'orgueil. Je veux dire, on a besoin d'exister. C'est même peut-être tout l'enjeu depuis notre naissance jusqu'à notre mort. On se demande comment je vais trouver un moyen d'exister et des choses auxquelles m'arrimer suffisamment longtemps et suffisamment fort pour que cette existence ait du sens. Et la revanche est quand même quelque chose qui, je trouve, ponctue énormément l'histoire, la grande histoire, mais aussi les récits intimes et familiaux. Souvent, on parle de revanche sociale, mais pas que sociale. Il y a aussi des revanches morales. Justement, parce que d'ailleurs, quand on dit une revanche sociale, c'est au-delà du côté social. C'est souvent une revanche affective. Il n'y a rien de plus triste que d'avoir assisté, enfant, à une forme de déchéance de ses parents ou le sentiment que ses parents ou ses grands-parents ou ses ancêtres ne sont pas respectés. Ça conditionne un être humain d'assister à ça et de se sentir impuissant. Et d'ailleurs, je vous pose la question à vous en tant qu'écrivain. Est-ce que ce désir de revanche a animé votre désir d'écriture? La revanche au sens très large. Ça va? J'aimerais dire absolument non parce que j'aime pas les littératures de règlement de compte et de ressentiment. Donc ça, il est très clair que, par exemple, Saturne, je ne l'ai certainement pas écrit pour solde de tout compte ou pour régler des comptes avec telle ou telle personne de la famille. Non, ça m'intéresse pas. Il y a des endroits pour ça et la littérature n'est pas ce lieu-là. En revanche, il est certain que la dimension de revanche est quand même intervenue par rapport à... bon, j'en ai pas fait mystère, il y a eu un épisode dépressif profond au mi-temps de la vingtaine. Et donc, une revanche par rapport à ça. C'est-à-dire que je me souviens d'un moment où j'étais vraiment un légume et des mots assez terribles d'un psychiatre. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Et comme quoi, bon, ben maintenant, on vous fait comprendre que votre destin, voilà, c'est peut-être l'hôpital de jour, les ateliers d'ergothérapie, et puis ce sera bien comme ça. Et il est vrai que pendant longtemps, quand ça a commencé à marcher un petit peu pour les livres, c'est-à-dire grosso modo à partir des tics du Mikado, histoire érotique de la psychanalyse, puis les enténébrés, à chaque fois qu'il y avait un truc bien qui m'arrivait, je repensais à ce psychiatre. Donc la dimension sur le mode de... Pardon, parce que c'est une causerie, je vais être un peu vulgaire, faire un doigt, voilà. Et donc il y avait une dimension de jubilation haineuse et de revanche en effet qui était là. Et puis un jour, ça l'a quitté. Mais pendant longtemps, ça a été le cas, oui. Donc, il peut y avoir des revanches existentielles. Bien sûr, je parlais pas tant des règlements de compte, parce qu'en effet, il y a rien de plus même dérangeant pour le lecteur que d'avoir le sentiment d'assister à un règlement de compte. Mais oui. La revanche existentielle, c'est assez mystérieux. À peine sommes-nous nés qu'on a déjà envie de prendre une revanche. Alors peut-être que je parle de moi, mais qu'on sent déjà qu'il y a un poids qui nous a précédés, qu'il y a des douleurs qui nous ont précédés, qu'il y a des non-dits, qu'il y a des blessures, et on est à peine
on sait à peine marcher à quatre pattes qu'on se dit, oh là là, tous les destins que je vais devoir porter à bout de bras et peut-être venger, enfin, en tout cas, redorer. Je sais pas si Olivier, toi, tu sens aussi, ou Sarah, je sais pas si vous sentez ça. Tu veux dire redorer ou laver? Il y a Michaud qui écrit Agir, viens, j'ai lavé le visage de ton avenir. Tu veux dire laver des visages de celles et ceux qui nous ont précédés, par exemple, ou réparer des injustices ou... Oui, parce que c'est pas forcément que notre famille, d'ailleurs. Parfois, on a aussi cette conscience. Justement, il y a des écrivains qui sont des écrivains des oubliés, des écrivains voilà, des vies minuscules. Et d'ailleurs, je pense que les trois quarts des écrivains, il y a des biographies, il y a des biographes incroyables, hein. Mais moi, personnellement, c'est vrai que les histoires qui me touchent le plus souvent sont réussir à faire l'histoire avec un grand H d'une petite vie qui pourrait avoir toute l'apparence d'une vie médiocre. Mais tout dépend du regard qui va se poser dessus, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie, qu'est-ce que c'est qu'une vie historique, qu'est-ce que c'est qu'une vie médiocre. Et par exemple, les grands personnages historiques dont on nous parle tout le temps, moi je les trouve particulièrement touchants quand tout d'un coup ils prennent chair à travers une anecdote. Et quand Napoléon dit à Joséphine de Beauharnais, ne te lave pas, j'arrive dans 6 jours. C'est pas que c'est touchant, c'est que c'est drôle et tout d'un coup on se dit ah bon bah voilà, il allait pas que déboulonner les monuments des autres pour les ramener chez lui. Parfois il avait aussi quelque chose comme ça d'un peu pulsionnel auquel on peut s'identifier. Et là l'histoire devient intéressante. Donc nous on est capable de téléporter les petites histoires, des histoires minuscules et d'en faire des grandes histoires, mais parfois l'histoire avec un grand H est aussi capable de redescendre à notre échelle quoi. Absolument. Olivier, tu veux dire Oui, quelque chose? non, j'écoute avec plaisir. Et merci pour l'anecdote euh, euh, de ce psychiatre Oui. très libre. Ça me touche beaucoup parce qu'effectivement, on a souvent enfin, moi, j'ai pas toujours la sincérité de l'avouer, mais effectivement, il y a toujours une forme de résiduellement, quoi. Et je me souviens de ce. J'avais un professeur j'étais au lycée et moi j'étais en classe scientifique, mais alors j'aimais vraiment pas du tout les sciences. Et puis j'avais j'écrivais des poèmes au fond. Donc le professeur il s'appelait Monsieur Liebig, comme la soupe. Et donc il prenait mes poèmes et il les lisait devant tout le monde en disant oui c'est de la prose soviétique, je ne sais pas trop quelle était sa connaissance de la littérature russe, mais en tout cas, vraiment, il était très sceptique. Et donc, quand j'ai commencé à publier des livres, bah, c'est vrai, j'étais content, j'ai pensé à ce prof. Mais au-delà de ça, oui, il y a, je crois, quelque chose qui est. Bah, il y a une forme de rapport au manque et à l'absence quand on écrit. C'est très clair d'ailleurs dans les Enténébrés, par exemple, le rapport au manque, au désir. Et en même temps, c'est vrai que quand on arrive à faire quelque chose de ce manque, le sublimer, au sens où ça prend corps, il y a quand même quelque chose de profondément mystérieux, quoi. Et d'ailleurs, il y a cette dimension, oui, mélancolique. Je me souviens avoir donné une sorte de cours à des étudiants sur la mélancolie, mais ils étaient Erasmus, et donc selon le pays, ils n'avaient pas du tout le même rapport à la mélancolie, à la tristesse. Je trouvais ça intéressant que cette catégorie ne soit pas si universelle, ou en tout cas qu'elle se module. Et puis moi, j'aime beaucoup les poèmes de Fernando Pessoa qui apparaît beaucoup dans ton livre Les Enténébrés. Et c'est vrai que c'est fascinant. Il y a un moment magnifique dans Les Enténébrés où tu parles de la démarche d'écrire, et il y a une sorte de choix face à la fenêtre. Il y a le motif de la fenêtre, et c'est en gros, je caricature, mais c'est soit je saute, soit j'écris, quoi. Et c'est hyper beau. Et d'ailleurs, il y a un poème ce poème, alors qui n'est pas dans le livre de l'intranquillité, mais qui s'appelle Bureau de tabac, où le poète, donc voilà, bon, Pessoa raconte ce qui se passe dans la rue. Et il raconte qu'il y a des chiens, qu'il y a une rue, et que c'est le fait de s'accrocher en fait au réel par l'écriture. Voilà.
comme si ça pouvait quand même conjurer quelque chose ou peut-être prendre corps. Il y a ce passage, je crois, toujours au même moment de ton roman où l'idée je sais plus, on se loge ou on se love dans la langue, quoi. Je crois que Sarah est partie. Je te voyais ralentir ton débit tout d'un coup en disant oula, mais je suis pas un petit peu dans le vide. Moi, je te rassure, j'étais là. Je sais pas ce que t'en penses, Clarisse, tu vois, mais cette idée ouais. Tu vois que, d'accord, on raconte aussi finalement tous ces manques de l'histoire, et puis en même temps, le fait d'écrire, c'est forcément aussi du présent, c'est du vivant, c'est se raccrocher, c'est trouver corps. Enfin, complètement, voilà, mais complètement. Et d'ailleurs, quand tu parles de se écrire ou se jeter par la fenêtre, souvent, c'est pas des grandes idées absolues qui font que tu te jettes pas par la fenêtre, hein. C'est hop, un petit rayon de lumière, un petit sourire, quelque chose justement de la vie très réelle et très prosaïque, je pense, qui, bah oui, parce que la vie, c'est quand même une question de s'ancrer dans le réel à chaque instant. Et c'est quand il y a cette dissociation terrible avec le réel que là, tout d'un coup, c'est le gouffre et le vertige existentiel dont parle très bien Pessoa, dont parle aussi très bien Sarah dans Les Enténébrés. Souvent, d'ailleurs, elle revient, j'espère qu'elle va nous rejoindre, parce qu'on parle de sauter par la fenêtre. Mais souvent, elle parle de ça, justement, dans son livre. À chaque fois, il y a la question, bon, il y a la fenêtre qui est toujours un petit peu pas loin, comme si c'était une voie de secours qui, justement, tant qu'on l'envisage, tant qu'on sait qu'on peut partir, on reste. Et souvent, c'est vrai que moi, personnellement, je sais qu'à chaque fois que j'arrive quelque part, je regarde tout de suite la sortie de secours. Je me dis, bon, ça va, si je peux partir, je peux rester. Et c'est quand on se sent enfermé qu'on ne supporte plus, en fait, de rester. Mais la possibilité de la fuite est hyper importante et je pense que dans l'écriture aussi. C'est très important d'avoir des voies de secours en permanence, d'avoir des possibilités de fuir. Ouais, c'est une très belle image, hein, la fenêtre. C'est aussi la fenêtre sur le monde. Complètement, oui, c'est pas que la fenêtre. Non, c'est beau, c'est très beau. Et puis, ouais, c'est comme si on parlait vraiment par rapport à la question de l'histoire. Et moi, j'ai l'impression que si je veux écrire quelque chose d'historique, c'est pas tant pour aller chercher dans le passé, pour fuir le présent, que plutôt, moi, pour me relier, pour appartenir, quoi, à l'histoire. Parce que quand on fait des recherches sur des choses, comme tu disais au début, qui ne sont pas dans les livres d'histoire, bon, l'histoire de l'immigration, elle est extrêmement marginale dans les livres d'histoire. Alors pourtant, elle est très importante. Tout à fait, c'est même l'histoire de l'humanité, en fait, l'histoire de l'immigration. Voilà, et si on prend l'histoire contemporaine ou celle du XXe siècle, bon, là, sur laquelle j'ai un petit peu travaillé, à travers un exemple concret de cette micro-histoire, de cette trajectoire particulière de ma famille, mais on se rend compte que rien n'a été écrit. Et que c'est vrai que la littérature vient combler des manques de l'histoire officielle ou de l'histoire scolaire. Ah, voilà. Non, mais alors, tout à fait. D'ailleurs, on aurait dû parler de ça. Il y a le retour de Sarah parmi nous. Je pense que c'est un petit problème de connexion. Sarah, tu es là? Pas de problème. Oui, ça fait partie de l'histoire de disparaître et de réapparaître aussi, hein, de manière inopinée. Donc, justement, là, Olivier vient de soulever une question hyper importante. C'est justement, est-ce que l'écriture, la littérature ou l'art, hein, Olivier au sens large, permet de combler les manques de tout ce qui n'est pas raconté ou tout ce qui n'est pas racontable dans l'histoire, c'est-à-dire les trois quarts de l'histoire, en fait. Et Olivier, tu t'appuyais sur, en particulier, l'histoire de l'immigration, qui est l'histoire de l'humanité, comme l'histoire de l'esclavage, en fait. Donc, qu'est-ce que toi, tu en penses, Sarah, de cette capacité ou ce devoir qu'a la littérature de venir combler tous les manquements de l'histoire officielle? Je crois que c'est en effet un devoir, mais que c'est un devoir qui il n'est pas nécessairement vain, mais en tout cas, c'est possible. On ne peut pas combler ces manques. On ne peut qu'essayer d'approcher la chose. C'est-à-dire qu'il y a le fait historique, comme tu le disais, dans sa toute-puissance, dans sa matité, son opacité, et puis il y a les regards qu'on peut avoir là-dessus. S'agissant par exemple de la guerre d'Algérie, pendant longtemps, il n'y a pas eu de littérature sur la guerre d'Algérie, sur les tortures en Algérie.
Hein. Par exemple, ce que Jérôme Ferrari ou Joseph Andras ont fait, voilà, ça n'avait pas été fait de raconter. Et alors, Andras, par exemple, oui, il raconte ce qui n'avait pas été raconté, autrement. Donc, moi, dans Les Enténébrés, quand j'ai essayé de raconter ce qui s'était passé à l'hôpital psychiatrique de Steinhoff et comment, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a... On capte pas très bien, on reçoit pas très bien ça. Je sais pas si c'est juste moi. Olivier, toi oui, Sarah, en fait, je sais pas si toi tu nous reçois bien, mais ça coupe. Et c'est très intermittent. C'est l'image et le son sont très intermittents. Et c'est dommage parce que c'est tellement passionnant que là, c'est vraiment. Et qu'au bah là, nous, on peut pas combler ton discours par le nôtre. Est-ce que tu entends mieux ou pas? Ah oui, là, moi, j'entends mieux. On te voit pas, on te voit figé, mais voilà, là, c'est bien, ouais. Olivier, tu vois Sarah? Oui, super, super. Ouais. Et ouais, donc ça s'est interrompu à un moment vraiment passionnant où tu parlais justement, par exemple, de l'histoire d'Algérie, de la guerre d'Algérie, tout ce qui n'a pas été raconté, la manière dont la littérature s'est chargée justement de porter des voix qui avaient vécu ça, et comment ces voix sont devenues l'histoire peut-être, se sont faites histoire. Oui, et je pense qu'à certains moments, il n'y a guère que la littérature. Peut-être même pas le cinéma éventuellement, mais encore que l'image oblige à montrer des choses qu'on ne peut pas nécessairement montrer. Oui, seule la littérature à certains moments peut effectivement prendre en charge ce genre de choses. Et je disais, oui, par exemple, quand j'ai raconté ce qui s'était passé à l'hôpital psychiatrique de Steinhoff en Autriche pendant la Seconde Guerre mondiale, le sort qu'on a réservé aux malades mentaux, ça n'avait pas été raconté à ma connaissance en littérature. Et il m'a semblé que c'était très, très important. Bon, ça venait répéter quelque chose d'un motif, ou plutôt raconter une répétition personnelle d'un motif de la narratrice et de sa famille, mais voilà, et comment la grande histoire, c'est le moment où la grande histoire, c'est-à-dire l'extermination T4, l'extermination des malades mentaux pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, comment ça faisait écho à des histoires de volonté d'extermination dans une famille donnée. Et moi, quand je suis allée, alors il importait pour raconter l'histoire de l'hôpital psychiatrique de Steinhoff de se rendre sur les lieux. Quand je me suis rendue sur les lieux et que je me suis retrouvée dans cet hôpital psychiatrique autrichien et dans une pièce vide, super blanche, super propre, mais où tu sais que des dizaines d'années plus tôt, on a laissé crever des enfants, et que le mec qui te fait visiter ça, c'est un type qui a consacré sa vie, dont le père était un nazi, qui a consacré sa vie à chasser les nazis après ça, au titre de réparation. Et quand le type, avec un humour autrichien, ressort de la cave, tu ressors à sa suite et qui te dit c'est fascinant, mais ça donne envie de se suicider aussi, n'est-ce pas? D'une voix plate. Ouais. Et là, c'est du réel. C'est du réel. Il peut te dire, ça excède tellement toute chose que ton seul. À ce moment-là, même si c'est parfaitement réel, il n'y a guère que la fiction qui peut prendre en charge une parole aussi démesurée et folle. Olivier, ouais, justement cette fonction-là de la fiction comme palliatif, d'abord comme pilier pour supporter l'insupportable, pour faire une formule. Mais c'est vrai en fait, tout ce que tu évoques là. Et souvent, si c'est pas racontable ces récits, c'est parce qu'ils sont insupportables. Alors que quand dans le flot de l'action, au moment du vécu, le côté empirique de l'action fait que ça passe. Mais quand tout d'un coup ça se fige et qu'on doit porter un regard dessus et se dire bon, qu'est-ce qu'on en fait là, comment on archive ça, comment on transmet, on se rend compte que c'est ce que tu dis insupportable, innommable et très difficilement transmissible.
Donc pourquoi seule la littérature peut prendre en charge ça? Qu'est-ce qu'il y a de quel est le pouvoir de la littérature, de l'écriture ou des mots? Est-ce que c'est la fiction? Est-ce que c'est la force incantatrice des mots? Qu'est-ce qui vient prendre en charge dans l'écriture l'innommable de l'histoire? Qui répond à ça? Olivier, tu veux répondre? Oui, non, c'est assez vertigineux comme question, mais et ça rejoint quand même l'idée de qu'est-ce que c'est que consigner, qu'est-ce que c'est consigner une trace de quelque chose, et pourquoi. Il y a un très beau poème on parlait de Michaud, il y a un très beau poème où Michaud questionne ce désir de l'écrivain de laisser des traces. Il dit, mais j'espère qu'un jour bon, en substance, j'espère qu'un jour cette obsession de vouloir laisser des traces disparaîtra, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on va... Est-ce qu'il y a une source pulsionnelle du fait de vouloir laisser une trace à la fois? Je disais tout à l'heure, bien sûr, il y a les missions de la littérature, mais il y a d'abord, moi, j'essaie de faire cette enquête parce que j'ai besoin de me connecter au monde, en fait. Et effectivement, peut-être à une histoire à laquelle, sinon, j'ai l'impression de ne pas... j'ai l'impression de ne pas faire partie, et donc je vais c'est assez vertigineux, mais j'ai pas de réponse à ça. Je trouve qu'il y a quand même ce rapport-là. Moi, dans l'écriture, après, voilà, je ne sais pas, mais moi, l'idée de garder trace de quelque chose. Et les premiers textes que j'ai écrits étaient vraiment toujours... il y avait l'idée que c'était comme... voilà, quelque chose allait survivre, il y avait une mémoire. Il y a ce rapport à la mémoire très fort de l'écriture. Alors, peut-être notre mémoire, ou la mémoire au second degré, la mémoire de nos parents, mais quand même, on fait un petit peu les récits du traumatisme, les récits, et parfois au second degré, voilà, à la génération du dessus, mais on porte une mémoire quand même. Et je ne sais pas pourquoi on le fait. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est le point commun qu'il y a entre l'écrivain et l'historien, c'est la trace quand même. La trace, c'est assez magique, c'est mystérieux une trace. A priori, c'est quelque chose d'assez difficile à saisir et qui est voué à disparaître. Et c'est comme si au moment où l'historien ou l'écrivain découvrait cette trace, il se dit ben c'est ma responsabilité, j'ai découvert cette trace, en fait, il faut que j'en fasse, il faut que je la rende pas intraçable, mais disons qu'il faut que je l'empêche de disparaître, il faut que je l'inscrive encore plus fort là où je l'ai trouvé. Ou comme tu disais, Sarah, d'aller subsumer des traces que personne ne voit et que personne ne peut voir ou ne veut voir. Mais c'est vrai, tu as raison, Olivier. Je ne sais pas si Sarah, toi, tu veux dire quelque chose par rapport à ce mystère. Pourquoi ça nous incombe? Pourquoi ça incombe à certains individus de se saisir de ces traces et de cette mémoire et pas à d'autres qui sont, voilà. Pourquoi? Je ne saurais pas dire pourquoi. En général, je sais que moi, j'en ai viscéralement besoin, que c'est une nécessité vitale, que c'est comme ça, et que l'écriture de ces traces-là, ou l'écriture de l'absence de traces aussi. Qu'est-ce que c'est qu'écrire le blanc? Qu'est-ce que c'est qu'écrire l'absence d'un être? Par exemple, je pense à Saturne. Bien sûr, on ne va pas se leurrer, hein, quand on écrit, c'est le lieu de grande jouissance, mais c'est aussi un enfer. Hein. C'est aussi un enfer, mais et on ne choisit pas toujours, et c'est comme ça, mais on y va. Enfin, moi, à la fois, il y a une très très grande concentration, et en même temps, je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois, c'est l'écriture pour ces raisons-là, parce qu'il s'agit de chercher des traces et d'exhumer des traces, c'est une quête à base. C'est vraiment une descente au tombeau à chaque fois. Une descente au tombeau, une torche à la main. Parfois, on ne voit rien, hein, jusqu'à sa nullité, rien. Et puis, parfois, il y a des trucs au loin et qui s'agitent. Et puis voilà. Des histoires qui remontent, des visages disparus, des pays engloutis. Et c'est pour ça que j'aime tant, Olivier, tu parlais de Pessoa tout à l'heure, c'est pour ça que j'aime tant Pessoa qui,
sa mélancolie, sa Odadé, c'est aussi bien sa mélancolie existentielle que la mélancolie du Quinte Empire, du Portugal rêvé, idéalisé, toujours déjà perdu. Et il arrive à nouer ça d'une façon absolument sublime et inégalée, quoi. Et tu parlais d'enfer, et finalement c'est peut-être un enfer où on se doit d'être. Et quand on est là, quand on est là où on se doit d'être, c'est pas tant l'enfer en fait. Alors que si on est au paradis et qu'on n'a rien à y faire et qu'on n'y trouve aucune vocation, aucune utilité, c'est pire que l'enfer quelque part. Donc surcoté. Et Nicolas Houguet vient de participer justement en disant « L'histoire ne résonne pas sans l'intimité, sans des personnages pour l'incarner, de la donner à ressentir. Et c'est peut-être ça la littérature, nous y relier. » Merci beaucoup Nicolas pour cette intervention toujours très fine et très personnelle. Je pense que c'est un petit peu ce dont on parle depuis tout à l'heure. Je crois qu'on est assez d'accord sur cette sur l'incarnation en fait. Ce qui manque peut-être à l'histoire avec un grand H, elle est excluante parce que avant tout, elle exclut, avant d'exclure l'intimité, elle exclut la chair, le corps des hommes, le corps singulier, la peau, le territoire de la souffrance et de la jouissance. Et comme elle les exclut, mais qu'une vie se crée et s'inscrit à travers ça, ben, on se sent pas toujours inclus ou disons concerné par l'histoire. Voilà. Moi, je pense, mais c'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure aussi, et qui est très bien évoqué dans Les Enténébrés aussi, c'est cette espèce de décalage et en même temps de volonté de se frotter. Oui, c'est-à-dire effectivement y aller de son être, quoi. Pouvoir y aller à nouveau de son être quand tout autour de nous nous incite à penser que, je ne vais pas te paraphraser parce que tu l'as dit beaucoup mieux que moi là, mais tout nous incite à penser qu'on ne participe pas à cette histoire-là, qu'elle s'écrit sans nous, qu'elle nous précède et qu'elle nous broie et qu'elle nous exclut. Exactement. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a de grands... Moi, je ne fais pas de texte à voix, mais il y a de très grands textes à voix qui... Bon, sinon, je pense à ce que Svetlana Alexievitch a fait, par exemple, dans tout son travail, où elle a fait entendre la voix, la voix des gens qui ont connu la guerre en Russie, la voix de ces exclus-là, la voix des femmes violées, battues, des enfants qui ont assisté à ça. Et ça, c'est que de la pure voix, et on est au plus près. Et pourtant, c'est de la fiction. Enfin, c'est fictionné, mais on croirait, la pure retranscription, on croirait qu'elle a simplement posé son magnétophone et que c'est verbatim. Tout à fait, comme le font d'ailleurs aujourd'hui François Beaune ou des auteurs comme Arnaud Bertina aussi. Finalement, c'est quand même aussi un terrain où on peut tout à fait encore aujourd'hui se positionner sans abandonner ni l'histoire ni la littérature et faire en sorte en fait qu'elles puissent se rencontrer, se tutoyer, cheminer main dans la main et que l'une crée l'autre sans s'exclure, justement en intégrant la singularité et de la voix de l'autre, parce que la littérature c'est pas l'histoire c'est pas la littérature, mais l'une et l'autre elles fondent en fait l'humanité avec une grande H. Est-ce que vous voulez conclure? Je vous laisse tous les deux. Enfin, Olivier, peut-être que tu veux poser. Non, moi, je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous et merci Sarah d'avoir accepté de changer un petit peu avec nous. Et puis, je suis très heureuse. Pardonnez-moi pour les aléas techniques. Pas de problème. Ah non. Ça, c'était absolument pas problématique. Et justement, c'est ce côté accidenté, ce côté maladroit dont on parlait, qui fait avec lesquels on est obligé de composer, qui fait aussi l'histoire ou un récit un peu bancal, mais c'est de ça dont on se souvient. C'est ce Cory-là, donc c'était très bienvenu et merci beaucoup Sarah. Et en tout cas, Olivier et moi, on a beaucoup discuté de tes livres qu'on aime énormément et de l'âme, de ton âme, n'ayons pas peur des grands mots, qui s'y donne à voir, voilà, à travers une musicalité, une sensibilité très touchante et très subtile. Donc merci beaucoup d'avoir participé. Merci. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés patiemment.
et on essaye le plus possible d'intégrer les questions qui se mettent dans le fil. Mais on est un peu comme BFM finalement, ça reste en bas de l'écran et on n'en fait pas grand-chose. Alors à jeudi prochain pour la prochaine causerie. Et gros bisous, hein, voilà, bonne soirée. Merci Bonsoir. encore. Merci, Bonsoir. Sarah. Au revoir.